je suis surpris, je ne m'attendais pas à voir cet engouement déjà et la qualité des intervenants et le niveau des interventions. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Donc, la prochaine fois, s'il y a une émission en dehors de Kinshasa, je vous accompagnerai. En tant qu'éminente à la profession, 45 minutes. avoir un petit conseil Pause judiciaire café de 45 minutes et on revient. Il y a deux intervenants du premier et du second panel qui vont pas intervenir. Ils reviendront là-dessus et puis nous allons prendre les deux autres responsabilité. Merci. Pour garder un client, il faut faire un travail qui répond aux attentes de ces derniers. Et pour y arriver, il faut être sérieux dans ce conflit, être assuré et responsable. Merci. On a coutume de dire que la Guinée, c'est le Congo en miniature par rapport aux ressources naturelles. C'est d'ailleurs notre président qui, la première fois, a parlé du scandale géologique, le président Ahmed Sékou Touré. Je voudrais juste dire qu'en Guinée, le contenu local, c'est trois choses en réalité. C'est la formation, c'est la création de l'emploi, c'est le transfert de technologies. Ce sont les trois éléments qui constituent ce qu'on appelle le contenu local. Mais c'est beau, c'est important, il y a des enjeux dont il faut quand même parler. Lorsque nous parlons de formation, cela suppose que nous ayons des écoles de mines. Nous n'en avons pas en Guinée, nous n'en avons pas au Mali. En dehors de la Tunisie, je n'en connais pas une véritable école de mines en Afrique. Et aujourd'hui, lorsque on dit comment faire pour que l'or nourrisse le Mali, moi je me permets de vous dire comment faire pour que la bauxite nourrisse la Guinée. Parce que la Guinée a 30 législations. Les trois premières nous ont été imposées par les institutions de Brebambou et nous vivons aujourd'hui la quatrième génération qui continue d'avoir des imperfections. Si vous avez remarqué l'actualité en République de Guinée, en septembre 2021, il y a eu un coup d'État. Quelle était la première préoccupation du président de transition? C'était d'inviter l'ensemble des acteurs du secteur minier à revoir la renégociation de nos conventions. Ça aussi, c'est beau, mais nous avons des atouts, mais nous avons des faiblesses, et ce sont ces éléments-là que nous devons trouver ici. Quels sont les atouts que nous pouvons avoir dans ce cadre-là? L'abondance de ressources naturelles. Nous avons des codes extractifs. Un confrère de l'autre côté parlait de beaux tests. C'est normal. Nous avons des tests qui accordent plusieurs exonérations, par exemple fiscales, douanières et tous les éléments. Mais nous avons également à côté, chez nous, la volonté politique. Mais il y a d'autres éléments plus importants qu'il faut soulever, c'est que nous avons des faiblesses qui font que si on ne prend pas garde par rapport à cela, nous continuerons à viser dans la pauvreté. Quelle est la première faiblesse? C'est que nous manquons d'expertise. Pour exercer dans le domaine minier, il y a peut-être une condition que le monsieur le ministre a oubliée. Il faut avoir les capacités financières, techniques, technologiques et managériales. Ça manque. Nous n'avons pas les capitaux nécessaires, nous ne contrôlons pas le marché des matières premières minérales, et enfin, si vous voulez, les facteurs de production, nous ne les avons pas. Je vous prends la bauxite. Si nous voulons transformer par exemple la bauxite en République de Guinée, il faut faire importer des intrants. Or, ces intrants ne se trouvent pas en Guinée. Cela fait que, lorsque en Australie, la tonne de bauxite devrait coûter $80, en Guinée c'est $160. Le pays ne devient pas attractif dans ce sens-là. Voilà la contribution que je voudrais apporter. Tout doit à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, le ministre Gilo Andongoyo, homme d'affaires, opérateur politique de renom, avocat, expert en mine, philanthrope. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, confrère, tout droit à la question. Bien sûr, mais ce sont des occasions. On regarde et on revient par le confrère. Quand le maître Koné a parlé de chef de département étranger, donc le chef de département minier, c'est là où je voulais savoir ce que dit la loi en matière de mine, parce que, Excellence, vous maîtrisez ça bien. Parce que là, on nous a parlé
Alors, ma question est celle-ci. Ça va tout droit à notre confrère et ministre Guirado et aussi à notre confrère du Mali. Quels sont les mécanismes pris, n'est-ce pas, par les exploitants pour protéger les intérêts des concessionnaires, c'est-à-dire, comme vous savez, au village, il y a des limites, on dit, bon, ça va de tel village à tel clan, appartient à tel clan. Et que maintenant l'État veut exploiter. Parce que notre confrère du Mali dit, on peut venir exploiter, alors on vous laisse pas des poussières. Quels sont là les mécanismes que l'État peut pour protéger ces paysans-là? C'est ça ma question. Qu'est-ce que à l'RDC? De Kinshasa Gombe, ma question s'adresse à Maître Amin Kone. Il a terminé par dire qu'il encouragerait les avocats à faire association avec la société civile pour protéger les intérêts des communautés locales. Ma question est celle-ci. Comment faire dans un pays comme le nôtre où il y a la multiplicité des sociétés civiles pour concilier les divergences, pour converger dans la même optique pour protéger les intérêts des communautés dans l'exploitation minière? Mais une sous-question aussi, normalement les avocats comme le barreau fait partie déjà de la société civile. Or, il y a des avocats qui sont conseillers des sociétés minières. Comment faire pour que, en même temps qu'on puisse chercher à protéger les communautés locales, on protège également les intérêts des avocats qui sont conseillers de ces mêmes compagnies ou sociétés minières? Merci. Monsieur avocat de la Cour d'appel de Kinshasa, Matete. Maître Mboyo, vous êtes sénateur et ministre. Au regard de ce que votre confrère du Mali a fait comme synthèse de ce qui se passe au Mali, vous, en tant que mandataire ami, êtes-vous fier, monsieur le ministre, de voir la population locale de la RDC subir ce qu'elle subit avec les sociétés minières? Et vous, comme citoyen, lorsque vous regardez nos populations, êtes-vous fier même du travail que fait les cadastres miniers en octroyant les titres miniers? Maître Madia, j'ai vu une fois à la télé, vous avez créé une clique pour prétendre organiser avec 30 personnes, groupe de confrères et certaines personnes, où vous vouliez créer votre ordre de mandataire à mine, prétextant vouloir orienter et mettre de l'ordre dans ce secteur. Pensez-vous verrouiller pour qu'un groupe de gens, parce que si vous avez fait des plaidoyers à ce que tous les jeunes avocats accèdent à la qualité des mandataires en mine. En même temps, vous qui êtes déjà là, connaissant la bourse de l'avocat congolais aujourd'hui, et pouvez-vous faire un plaidoyer pour que l'on quitte les 4 000 $ comme vous les dites, parce que vous savez que ces 4 000 là, vous pouvez les verser et en retour ramasser de la poussière. Vous le savez bien, et nous connaissons les pratiques. Enfin, chers confrères du Mali, nous avons vu une fois dans les réseaux sociaux les nez de la guerre dans votre pays, où vous avez montré les mines ici. Vous étiez fiers de montrer de l'or. Mais nous avons vu les Français prendre de l'or et aux Maliens les déserts. Et aujourd'hui, c'est le nez de problème entre l'État malien, les sociétés civiles qui sont pour ceux qui soutiennent les Français parce qu'ils ne peuvent pas quitter, et ceux qui soutiennent le gouvernement malien parce qu'il doit protéger les droits maliens sur les mines. Quelle lecture faites-vous
aujourd'hui de la position du gouvernement malien et de la société civile qui soutient l'État malien et celle qui soutient les Français, parce que prétextant que l'État malien ne protège pas les intérêts de la population locale. C'est Maître Frédéric Manadingue, avocat au barreau du Tchad, président de l'Union des jeunes avocats du Tchad. C'est simplement une intervention, du moins un partage d'expérience relativement à l'intervention de Maître Koné du Mali. Alors, j'ai pu comprendre que généralement, lorsqu'il y a l'exploitation de l'or dans une localité, c'est l'État qui intervient automatiquement à travers ses institutions pour s'accaparer de l'or et laisser la poussière à la population locale de la zone concernée. Mais ce n'est pas vrai dans tous les cas, et je prends l'exemple du Tchad. Plus tard, vous aurez le temps de vérifier, ne serait-ce que sur l'Internet. Le Tchad, c'est un pays d'1 284 000 km², pas aussi grand que la RDC, mais c'est quand même grand. Et le nord du Tchad est désertique, ça fait partie du Sahara. Là-bas, il s'oppose un sérieux problème de l'autorité de l'État. Au point où vous allez retrouver des milices qui sont mieux organisées que les forces étatiques. Au point où, depuis un certain temps, il a été découvert de très grands gisements d'or au nord du Tchad. Peut-être vous aurez entendu parler de Kouli, Bougouti, c'est ça la zone. L'État n'a pas d'emprise dans cette zone-là. C'est les populations locales qui se sont organisées, qui sont lourdement armées et qui exploitent, comme bon leur semble, de l'or dans cette localité-là. Alors même que dans le sud du Tchad, où il y a relativement l'autorité de l'État qui se ressent, il y a l'exploitation du pétrole. Et c'est d'ailleurs cette manne pétrolière qui a permis au Tchad de se lancer depuis une dizaine d'années. Alors, c'est exploité au profit de tout le pays, au profit de toutes les populations, de toutes les composantes. Mais dans le Grand Nord, c'est-à-dire que les habitants de cette zone disent que la loi ne traverse pas le désert. Oui. Et du coup, c'est une exploitation artisanale des individus qui s'installent. Il y en a même qui quittent depuis le Soudan et qui font des incursions. Parce que le Nord, c'est frontalier avec le Soudan, c'est frontalier avec la Libye et avec tous les corollaires des trafics qui se jouent. Donc, nous avons mené une réflexion dans ce sens-là et vous allez voir que ça va en contresens de ce qui est habituellement constaté, c'est-à-dire lorsque l'État prend en main les choses, il en profite, alors même que les populations locales n'en profitent pas, mais ce cas de figure, c'est complètement le contraire. Ce qui nous fait dire que, nécessairement, il faut que l'autorité de l'État revienne dans ces zones pour que ces genres d'exploitation puissent profiter à toutes les strates sociales. Merci. Merci. Ma question s'adresse aux deux derniers intervenants. Lorsque le confrère connaît dans son exposé, il parlait du Mali, je me demandais est-ce que c'est le même Mali ou bien c'est un autre Mali? Parce que lorsqu'il fait l'apologie des textes, et là j'ai compris, j'ai dit l'Africain n'est pas encore sorti de l'auberge. Parce que nous avons des beaux textes. Que ce soit, si vous suivez l'exposé, j'ai bien suivi l'exposé de Maître Bilondo, nous avons des beaux textes en Afrique. Mais lorsqu'il doit, les confrères connus, lorsqu'il doit donner la solution pour qu'on atteigne le développement, et là, même sa voix baisse. Il dit non. Souvent, ce sont qui sont corrompus. Et le reste, la voix hausse. Je voudrais poser la question aux deux confrères. Est-ce que nous ne pouvons pas sortir des sentiers battus? Est-ce que nous ne pouvons pas quitter cette salle avec une nouvelle approche, plutôt que de continuer à faire l'apologie des mines,
qui n'apporte pas le développement. Le confrère a dit qu'il a travaillé pendant 2 ans. Et il a traversé toute cette zone. Il a constaté qu'il y avait une île d'or à côté d'un océan de misère. Je me demande dans les 2 années-là, est-ce qu'il était dans l'océan de misère ou bien dans une île d'or? Est-ce que, donc, en définitive, est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir autrement pour quitter les mines et avoir d'autres structures pour booster le développement de l'Afrique? Plutôt que de parler du Mali, alors qu'en réalité, c'est autre chose que nous constatons sur. Mes préoccupations j'adresse mes préoccupations aux des intervenants de Kinshasa, dont je parle là des maîtres Dorothée Madia et au ministre. En soi, j'ai entendu parler de la bouche de maître Dorothée Madia l'importance d'être mandataire à mine. Maintenant, je me pose la question, oui, l'importance d'être mandataire à mine, mais quel est l'apport que vous, des présents, vous avez apporté dans ces secteurs? Parce qu'actuellement, il y a un problème de transformation. On ne sait pas. Nous avons des minéraux, nous avons des matières à Kinshasa, en RDC. Mais nous sommes incapables de produire de batteries parce que nous sommes obligés d'aller acheter ailleurs des tuyaux. D'autant plus que nous avons des cobalt, nous avons des nickel, nous avons des cuivres. Donc on ne fait rien, on ne fait qu'importer. Et la deuxième question, c'est maintenant au niveau de la transformation. Je voulais savoir, est la transformation des substances minières est-elle de l'apanage de quel ministère? Est-ce ministère des Mines ou ministère de l'Industrie? D'autant plus que quand on parle de la transformation, on doit déjà penser à la commercialisation. Mais non, ce qui pose problème, c'est parce que c'est le ministère des Mines qui ne sait pas si c'est son travail ou c'est le travail du ministère de l'Industrie. Voilà mes deux préoccupations. De mon confrère, à l'égard de la corporation que je représente, je voulais simplement préciser que nous n'avons pas la prétention de mettre de l'ordre dans un secteur dont nous n'avons pas de prérogatives. Nous avons simplement exercé notre liberté d'association qui est prévue par la loi sur les ASDL, que vous connaissez très bien, et cela nous est garanti par la Constitution de la République. Donc, tout ce que nous vous demandons, si vous êtes mandataire à mine, approchez-nous, nous allons vous donner les statuts de notre corporation, vous allez nous dire si ça vous intéresse, vous allez adhérer en remplissant les conditions prévues par le code minier et les conditions qui sont prévues par les statuts de notre corporation. Donc je voulais vraiment préciser qu'on n'a aucune prétention. D'ailleurs, j'ai encouragé les confrères à devenir des mandataires à mine, d'autant plus qu'il n'y a que moins de 100 mandataires à mine sur toute l'étendue de la République, alors que nous sommes un scandale géologique, comme on le dit. Aussi, vous avez voulu savoir si nous sommes fiers du travail réalisé ou de voir les populations locales subir ce qui subissent. Je vais répondre en tant qu'avocate et mandataire à mine qui assure les intérêts de ses clients. Je le dis toujours aux ONG, il faut faire la part des choses. Lorsqu'une entreprise vient investir dans n'importe quel secteur, que ce soit dans le secteur minier ou le secteur, je ne sais pas, financier, tout ce que vous voulez, il vient d'abord pour réaliser les bénéfices. C'est ça l'objectif. Et dans ces cadres-là, la société est censée respecter les lois de la République. Qu'est-ce que le code minier prévoit en ce qui concerne le rapport, par exemple, entre les titulaires des droits miniers et les occupants de sol? Si, par exemple, dans les travaux de recherche que vous réalisez et que vous vous rendez compte que sur tel village, il y a un gisement économiquement exploitable, le code minier prévoit le déplacement des populations. Mais si on le fait, vous allez voir, les ONG vont se lever pour dire on ne peut pas déplacer tel village, on ne peut pas faire ceci. Mais le code minier a prévu cela et les mécanismes d'indemnisation. Ça, c'est un. De deux, les entreprises minières, ils payent des impôts dans ce pays. L'obligation de construire des hôpitaux, des écoles, c'est d'abord une obligation nationale de nos dirigeants. Je regarde à ma gauche.
Les entreprises minières, ils le font dans le cadre de ce que le code minier prévoit pour avoir une obligation sociale envers les populations locales. Ils le font dans quel cadre? Lorsque vous avez un droit minier, outre les obligations de maintien des validités que mon confrère et Excellence a présentées ici, il y a l'élaboration de ce qu'on appelle les études environnementales. Lorsque vous élaborez les études environnementales, vous devez faire la consultation des populations locales pour établir des cahiers des charges. Ce sont ces populations-là qui vont vous dire que c'est dont ils ont besoin pour leur contrée. S'ils ont déjà un hôpital, ce n'est pas nécessaire de construire un autre hôpital, ils vont vous demander peut-être une école, ils vont demander, je ne sais pas, donc c'est eux qui déterminent, comment on appelle ça, le truc d'addiction d'eau. Donc c'est eux qui vont déterminer les besoins liés à leur communauté. Et ça, personne ne va nous dire que les entreprises minières ne le font pas. C'est vrai, si on commence à rentrer dans les superlatifs, on va dire ils extraient autant de minéraux, mais on aurait voulu que l'hôpital qui est construit ait du marbre, qu'on ait de, je ne sais pas, des spots en or, mais ce travail-là est fait par les entreprises minières. Aujourd'hui, on nous parle, le ministre a évoqué les travaux réalisés par le ministère des Finances. La DGI fait un travail considérable d'augmentation de recettes, et ce travail-là est fait, en tout cas, 70% de cette amélioration de recettes, c'est les entreprises minières du pays. Maintenant, après, nous devons poser la question à nos gouvernants, qu'est-ce qu'ils font de ces recettes-là? Puisque moi, pour que mon enfant puisse aller à l'école, je n'ai pas besoin de l'entreprise minière, mais j'ai besoin de mes gouvernants qui doivent construire des écoles, des hôpitaux pour me donner des soins que je mérite. Donc, je voulais donner cette précision. Là, moi, je parle en tant qu'avocat, je ne suis pas parlementaire, je ne suis pas de l'ONG, chacun a son rôle. Donc, je défends les intérêts de mes clients en respectant les lois de la République. Pour répondre, il y a les confrères. Je suis mandataire en mine, je suis parlementaire, et aujourd'hui je suis membre du gouvernement. Donc il y a plusieurs casquettes en moi où les réponses doivent être adaptées. Et je suis aussi un homme de la science. Donc j'ai mon côté libéral, j'ai mon côté penseur, je dis les choses comme je pense pour le bien de la nation tout entière. Et j'apprécie énormément les confrères qui sont intervenus pour nous rappeler cette éveil de conscience, pour dire je suis lui-même la question que vous avez posée moi et madame la confrère Nadia, vous êtes mandataire en ligne, qu'est-ce que vous avez fait? Donc je vais essayer vraiment, je comprenais que c'est assez délicat pour répondre, l'homme de la science, l'homme politique, membre de la société civile aussi, donc c'est ça. Alors, il y a eu la question sur le mécanisme. Je crois que ça a été adressé par les confrères du barreau de l'Équateur et de la Mongala. Qu'est-ce qui est mis comme mécanisme pour préserver les intérêts, disons, de la communauté locale? Dans notre pays, la loi de 2018, exactement la loi numéro 18 par 001 du 9 mars 2018, a prévu ce qu'on appelle les fonds miniers de génération future. Vous devez comprendre une chose. Les sorts, même si je crois que le confrère va me compléter tout à l'heure, la problématique de l'amélioration des conditions de vie de nos populations ne dépend pas absolument que de l'exploitation minière. Parce que dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle, à 80%, ce qu'on appelle les greenfields. Ça veut dire que c'est des champs où il n'y a rien de documentation. Parce que pour lier les sorts réservés aux sociétés locales par rapport à l'exploitation, il faut arriver à cette phase de la production. Et pour y arriver, ce n'est pas automatique. Il y a d'abord la phase de la recherche minière. Je vous ai dit ici, pour cette phase, le financement de la recherche, ça coûte beaucoup d'argent. Et rares sont les personnes qui peuvent vous accompagner pour financer. Ce qui fait que les gens recourent au mécanisme de financement
à la bourse. Et les permis de recherche à une durée. Vous pouvez renouveler si jamais vous prouvez que pendant le temps qu'on vous a octroyé ce droit, vous avez pu faire le minimum de travaux. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle le plan d'atténuation et de réhabilitation. Ça, c'est un peu pour respecter les obligations environnementales. C'est vrai que quand vous découvrez, encore que, même si vous faites une découverture, il faut que les gisements soient économiquement exploitables. Ce n'est pas tout gisement qui peut faire l'objet d'exploitation. Surtout pas industriel, parce que ça dépend, selon qu'on est dans le secteur de l'or, du cuivre, du cobalt, il y a des règles. Même les grammes, par exemple ici chez nous, on commence à produire à partir de 1,5 g la tonne. En dessous de ça,